Bonjour et bienvenue sur notre plateforme Réflexion Action. En prélude au lancement de notre podcast Recherche africaine en lumière qui est dédié à la vulgarisation de la recherche en Afrique par les Africains pour l'Afrique et avec les Africains, nous recevons aujourd'hui le docteur Ungwe Nkuchu en audioconférence. Le docteur Nkuchu est un éminent chercheur et spécialiste en politique publique et développement économique, fondateur et CEO du Public Policy in Africa Initiative et des CAFU. Le docteur Nkuchu est consultant en économie, politique publique et financement de projets en Afrique. Il est l'auteur du livre Change, a New Development Model for African Countries. Aujourd'hui, nous parlerons de ses perspectives sur les défis du développement en Afrique et des solutions innovantes extraites de synthèses de recherche qu'il propose pour favoriser le développement des pays africains. Sans plus tarder, accueillons notre invité, M. Ungwe Nkuchu. Bonjour, Dr Nkuchu. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Pour commencer, pourriez-vous nous parler des travaux que vous menez dans votre think tank et brièvement du projet CAFU? Merci beaucoup, Sosten, pour l'invitation. Bonjour, bonsoir à tous tes auditeurs, où qu'ils se trouvent. C'est vraiment un réel plaisir. Je m'appelle Hugues Couture, voilà. J'ai fondé un institut qui s'appelle The Public Policy in Africa Initiative. Alors, le but de l'institut, c'est de développer les alternatives aux politiques publiques en Afrique, mais cette fois-ci en se basant sur la science, c'est-à-dire que nous voulons proposer des solutions africaines aux problèmes de l'Afrique, mais ces solutions doivent être basées sur des évidences scientifiques uniquement. Alors, l'Institut couvre, comme tu sais, tous les domaines comme le sous-emploi, le chômage, l'agriculture, le développement, la transformation de l'économie africaine, l'énergie. Donc, on touche tous les secteurs, voilà, pour pouvoir apporter comme ça ces solutions à nos problèmes africains. Maintenant, on a aussi dans l'Institut des divisions ce qu'on appelle le Peace Academy. Peace Academy, ce qu'on fait, c'est qu'on forme les jeunes Africains à la paix et au vivre ensemble. Parce que pour nous, c'est important que les Africains sachent ce qu'il faut faire afin d'encourager ou de promouvoir la paix en Afrique, mais cette fois-ci en utilisant les méthodes scientifiques. Comme vous le savez, nous avons 35 conflits en Afrique actuellement, dans peut-être 16 pays. C'est beaucoup. Donc, ce département-là, voilà, nous faisons des formations gratuites. Hein, donc, pour ceux qui nous écoutent, ils peuvent aller sur notre site, visiter certaines formations qu'on a déjà eu à faire et on met, voilà, les outils qu'on utilisait pour la formation gratuitement en ligne. Donc, ils peuvent aussi télécharger les outils et lire par eux-mêmes. Donc, ils ne sont pas obligés d'être là durant la formation. Ils peuvent eux-mêmes aller télécharger nos outils et se former, s'auto-former avec les outils qu'on a mis sur le site. Et nous, on a aussi ce qu'on appelle Coding Academy. Voilà. C'est comme ça, nous, là-bas, le Coding Academy, ce qu'on fait, c'est qu'on forme encore gratuitement les jeunes Africains à programmer ou développer, voilà, les applications. La raison, c'est parce que la recherche montre que le coding ou la programmation informatique, c'est ces skills-là, cette compétence que les jeunes Africains devront avoir pour s'en sortir dans la vie dans les prochains 10 à 20 ans. Donc, c'est pour ça que nous avons créé ce département. La formation, c'est 6 mois gratuite. On prend 40 personnes dans environ 10 ou 12 pays chaque 6 mois et on les forme comme ça. Voilà. C'est pour l'Institut. L'autre initiative que j'ai lancée s'appelle CAPFU, comme tu l'as mentionné. CAPFU, c'est un langage camerounais national, le Medumba, qui veut dire cap, l'argent, fou, les médicaments. Okay. Donc, c'est une plateforme que si vous avez un frère ou une sœur d'un pays développé, il peut payer vos médicaments, vos frais d'hôpitaux ou votre assurance maladie directement dans le compte de l'assureur ou de l'hôpital ou de la pharmacie sans passer par vous. Vous récupérez juste le médicament ou vous faites juste soigner. Voilà. Donc, en gros, ça élimine fait toutes les transactions de Western Union. Il faudrait que quelqu'un aille prendre l'argent voilà. et le médicament. Voilà. Et aussi parce que le frère, lui, il est sûr que l'argent va pousser pour qu'il l'envoie. Et tu sais, la majorité du temps, nos frères ou nos sœurs en Europe envoient de l'argent pour les problèmes de maladie, comme tu le sais. Donc, ça, c'est le problème numéro un. Et parfois, ils n'envoient pas parce qu'ils ne sont pas sûrs qu'on dit la vérité de notre côté. Voilà. Donc, ça élimine aussi ce problème de manque de confiance. Là. Et ça, c'est juste à l'échelle du Cameroun ou c'est... Non, c'est à l'échelle de 49 pays africains actuellement, mais on est en train de faire le test au niveau du Cameroun. Donc, si vous êtes dans n'importe quel pays en Afrique, vous pouvez juste aller télécharger si vous êtes en Europe, aux États-Unis, au Canada.
et vous demandez à la personne de la famille de s'enregistrer là-bas, vous faites le paiement directement là-bas à la pharmacie ou à l'hôpital du pays où votre frère ou votre maman, votre famille est basée. Et vous allez juste demander à la pharmacie de s'enregistrer sur la plateforme aussi pour qu'on puisse faire le paiement directement. C'est disponible sur Play Store. Hein? Donc, c'est Kapfou, K-A-P-F-O-U. K-A-P-F-O-U sur Play Store. Alors, vous téléchargez et vous utilisez en moins d'une minute. C'est vraiment quelqu'un qui travaille à apporter sa pierre à l'édifice hein, de l'Afrique. Et moi, je suis tout heureux de pouvoir discuter d'un de vos produits encore qui est votre livre qui est intitulé Change. Et dans ce livre-là, vous proposez un nouveau, donc, une sorte de modèle de développement pour l'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de ce livre-là, de ce que vous abordez, des motivations qui vous ont mené à pouvoir écrire un tel livre et quel est le message que vous voulez faire passer globalement à travers ce livre? En tout cas, merci, merci beaucoup. Je tiens à te dire merci pour l'opportunité que tu me donnes en tant qu'Africain de partager mon livre. C'est très important. Vous savez, comme je le disais tantôt, beaucoup de nous, Africains, qui faisons des travaux de recherche, si vous regardez la référence, vous allez voir qu'un peu pourcentage, on cite les auteurs africains. Donc, merci pour cela. Le livre Change, voilà, je l'ai écrit pour une raison simple. Ça fait 4 ans ou 5 ans, 4 ans et demi que j'ai fondé l'Institut, voilà. Et comme tu sais, nous, on travaille, on étudie les problèmes des pays africains. On essaie de comprendre pourquoi ils ne sont pas développés. Tous les pays africains, hein, on veut comprendre pourquoi ils ne sont pas développés. Et à un moment donné, j'étais un peu frustré parce que quand j'étudie les autres économies, comme le Dubaï, les Émirats comme Dubaï, ils ont pris 60 ans, voilà, environ pour se développer. Ou atteindre ce niveau de développement qu'ils ont, qui est vraiment impressionnant même pour les pays développés. Quand je prends la Corée du Sud, ils ont pris 63 ans pour se développer, ou pour devenir un pays à revenus élevés. Oui. Quand tu prends Israël, ils ont pris 50 ans, voilà, pour devenir un pays à revenus élevés ou pays développé. Quand tu prends Singapour, ils ont pris peut-être 63 ans pour devenir un pays développé. Rappelle-toi que l'Afrique en général a eu son indépendance il y a 63 ans, des années 60, 58, tu vois, 63 ans. Et je me suis dit, pourquoi tous ces gens, que ce soit les Arabes, que ce soit les Européens, pour parler d'Israël, que ce soit les Asiatiques, les Asiatiques, ils ont tous réussi, mais pourquoi l'Afrique, aucun pays africain à 63 ans n'est devenu un pays développé ou atteint ce genre de niveau de plan qu'on voit à Dubaï ou Singapour. Et il y a 60 ans, certains pays africains donnaient l'aide de développement à ces pays-là, comme la Corée du Sud, comme Dubaï, tu vois. Je ne sais pas ce qui se passe, nous, on ne réussit pas. Et quand tu essaies de faire des recherches avec mon équipe, on commence à se rendre compte qu'il y a certains fondamentaux principaux que nous, en Afrique, on n'utilise pas. Il y a certaines choses qu'on devrait faire qu'on ne fait pas. Et c'est ça que j'essaie de parler dans le livre et résumer dans le livre. Je me suis dit, il faut que j'écrive le livre, comme ça, je résume tout ça dans un livre, afin de proposer ce nouveau modèle de développement. C'est pour ça que tu vois le chapitre 1 du livre, je commence à expliquer pourquoi est-ce que les pays africains ne sont pas développés. Déjà pour expliquer, selon la science. Là, c'est sans passion, sans tu vois, intuition. C'est selon la science. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que nous, on n'est pas développé? Et maintenant, on essaie de proposer des solutions concrètes. Voilà. On est déjà dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui fait que nos pays, comme vous l'avez si bien dit, après tant nombre d'années, sont encore à la traîne? OK, voilà. Il y en a beaucoup de raisons, mais j'en ai recensé 4 ou 5 principales. La première, c'est que l'Afrique investit très peu à la recherche et l'innovation. Si vous regardez bien, depuis 1960, en dehors du fintech, mobile money, très peu de secteurs industriels en Afrique a eu un grand bond avancé progrès technologique. En se basant sur nos technologies propres, tu vois, la plupart de nos progrès sont basés sur les technologies développées à l'étranger. Ouais. Donc, l'Afrique investit très peu dans la recherche et l'innovation. Il y a beaucoup de choses qu'on fait de la même façon qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. Regarde la Côte d'Ivoire, par exemple, c'est le pays le grand producteur de cacao, mais on n'a pas les machines pour transformer, process le cacao en produit fini pour pouvoir exporter le chocolat. Tu comprends? Et c'est de ça dont il s'agit, c'est-à-dire l'innovation. Et la raison pour laquelle on n'a pas l'innovation, c'est parce qu'on n'investit pas dans la recherche. Parce que pour avoir l'innovation, il faut des progrès technologiques, des progrès scientifiques. Ce qu'on appelle breakthrough, scientific breakthrough. Voilà, il faut un progrès scientifique. Et nous,
parce qu'on n'investit pas dans la recherche et l'innovation, on n'a pas ces progrès scientifiques qui nous permettent d'innover dans les secteurs clés de notre économie. Et nous, on attend du coup que l'Occident, la Chine, fait les transferts de technologies. Comme tu le sais, ils ne feront jamais ce transfert de technologies-là. Ouais, Même comme officiellement, ils nous le promettent. Par exemple, c'est une politique publique de l'Union européenne de nous transférer les technologies, mais ça ne se passe pas depuis 60 ans. Donc, nous, on devrait comprendre qu'il faut investir dans la recherche et l'innovation afin d'avoir ces progrès scientifiques-là qui nous permettront d'innover, de développer les machines pour transformer le manioc en farine, par exemple, de façon automatique, très moins chère, accessible. Oui. Panneaux solaires qui nous permettent d'avoir de l'énergie, même dans les villages reculés, qui sont produits localement, pas importés de la Chine. Des machines qui nous permettent de transformer le cacao, le café en produits finis, les matières premières en produits finis. Note, je parle beaucoup de machines ici. Et ces machines-là devaient être produites et développées par nos ingénieurs. Ça veut dire qu'il faudrait de l'argent dans la recherche scientifique, technologique, voilà, afin de pouvoir avoir ces avancées-là qui nous permettent de transformer nos produits localement. L'Europe et la Chine ne nous enverront pas ces machines. Ouais. Tu vois, il faudrait qu'on le produise localement. Donc, la recherche et l'innovation, c'est le premier problème. Si tu regardes les pays comme Israël, Israël investit 5% de son produit intérieur brut à la recherche et l'innovation. La Corée du Sud, dont j'ai mentionné, investit 5% de son produit intérieur brut à la recherche et l'innovation. Les pays de l'OECDE, c'est-à-dire ces pays développés, investissent à moins de 2,7% de leur produit intérieur brut. Maintenant, reviens à l'Afrique. En Afrique, aucun pays n'investit 1% de son produit intérieur brut à la recherche et l'innovation. Le premier, c'est l'Afrique du Sud, avec 0,8% de son produit intérieur brut. Tout le reste, on est en bas. Cameroun, 0,1%, Nigeria, 0,3%, Côte d'Ivoire, je pense, c'est 0,6% ou 0,5%, si je ne me trompe pas. Donc, tu vois, aucun pays. Et pour vraiment atteindre ces niveaux où on commence à transformer nos matières premières, il faut investir au minimum 1%. Mm-hmm. Le mieux, oui, je pense c'est que ça d'atteindre... faisait partie des objectifs de l'Union africaine, mais bon, apparemment, personne n'a respecté jusqu'aujourd'hui. Voilà, c'est parce que tu vois, on met la charrue avant les bœufs. Le minimum, c'est 1%, mais normalement, on devrait atteindre 3% d'ici 2030. C'est ce que je recommande dans mon livre. Afin vraiment d'avoir ces avancées scientifiques-là. Parce que tu vois, il y a une corrélation. Il faut qu'on ait des PSC scientifiques en Afrique. Ces PSC scientifiques-là doivent être dans le domaine de la science, technologie, voilà, l'ingénierie et les mathématiques. Et ces PSC scientifiques doivent permettre d'innover, afin de construire et de développer les machines au niveau local qui nous permettent de produire et manufacturer très rapidement. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième problème que nous avons identifié, c'est au niveau de l'aide publique au développement. Tu vois? Maintenant, nous avons fait une analyse en utilisant les données de la Banque mondiale et on s'est rendu compte que, j'ai bien dit, on utilisait les données de la Banque mondiale, hein, pour qu'on pense pas que ce sont, voilà. Et on s'est rendu compte qu'il y a une corrélation inverse entre l'aide publique au développement et la croissance des pays africains. C'est-à-dire que l'année où les pays-là prennent l'aide publique au développement, la croissance diminue. L'année où ils ne prennent pas, la croissance augmente. Ouais. Et on essaie de percer un peu plus pour comprendre les raisons. Il y a au moins 4 raisons. La première raison, c'est que l'aide au développement tue la créativité. Et note que ces aides de développement viennent avec des taux concessionnels. Tu vois, c'est un peu comme quand tu as de l'argent, tu es riche et tu donnes l'argent à ta famille n'importe comment. Ils vont l'utiliser bien parce qu'ils savent que, oh, c'est l'argent gratuit. L'argent doit avoir un coût. Quand ça n'a pas un coût, tu l'utilises n'importe comment. Et parce que ça n'a pas un coût concessionnel, ces aides publiques au développement, nos gouvernements utilisent ça n'importe comment. C'est-à-dire, en anglais, on dit to misallocate. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas ça seulement dans les infrastructures, par exemple. Tu vois? Pourtant, toute aide publique au développement doit être utilisée uniquement dans les infrastructures parce que les infrastructures ont les effets multiplicateurs. Ça peut être des infrastructures physiques comme soft infrastructure. Tu vois, comme développer les data centers pour Internet. Et donc, il faut que l'aide de développement va seulement dans les infrastructures pour l'effet multiplicateur de ça. Construire les routes, construire les centrales énergétiques. C'est où l'aide de développement doit aller. Parce que nos gouvernements utilisent le taux est concessionnel, ils savent que, oh non, il y a l'argent qui arrive de la Banque mondiale du FMI, les millions de dollars, ils font n'importe quoi, ils gèrent n'importe comment. La deuxième raison, c'est parce que ces aides-là, les pays qui nous donnent ces aides-là nous disent aussi, demandent aussi qu'on implémente certaines politiques publiques en Afrique. Par exemple, ils disent, pour que tu aies le prochain versement, il faut que tu implémentes telle politique publique, par exemple.
politique d'ajustement structurel, par exemple, il faut que tu renvoies un certain nombre d'emplois du secteur public, il faut que tu fasses ça. Et ces politiques publiques qui nous demandent d'implémenter pour avoir de l'argent ne vont généralement pas dans nos intérêts à nous. Ouais, ça va dans les intérêts de leurs actionnaires à eux. L'actionnaire de ces banques mondiales, de ces FMI, de la Chine. Voilà, c'est dans leurs intérêts qu'ils nous demandent d'implémenter ces politiques publiques-là. Ce n'est pas dans leurs intérêts. Tu vois? Donc, du coup, ça fait que nos gouvernements sont coincés. On ne peut pas faire ce qu'on doit vraiment faire pour développer nos pays parce qu'il y a 10 millions de dollars qui arrivent, 100 millions de dollars qui arrivent. Et du coup, à long terme, on perd. Même si à court terme, on a de l'argent, mais à long terme, on perd. La troisième raison que ces aides nous font, c'est que ces aides, il y a ce qui est attaché, ce qu'on appelle les collatérales. Et généralement, c'est les terres agricoles ou les mines, les matières premières. Tu vois? C'est-à-dire que je te donne de l'argent, mais si tu ne peux pas me rembourser, je prends cette mine-ci ou tu me donnes cette mine-ci à tel prix, à un prix moins cher, ou tu me donnes accès à tes matières premières préférentielles, ou tu me donnes accès à toutes ces terres agricoles qui sont dans telle région de ton pays. Et tu vois, encore une fois de plus, le pays voit que tu vas rembourser, il dit non, il faut que je fasse qu'il ne rembourse pas parce que j'ai plus envie de cette terre-là même que de mon argent. J'ai plus envie de cette mine-là parce que c'est une mine d'or, c'est une mine de pétrole par rapport à mon argent. Et du coup, ça fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils nous donnent plus d'aide encore. Il dit non, viens encore prendre de l'argent. Comme ça, à un moment donné, on ne peut plus rembourser parce que l'aide, le service de la dette est tel que c'est plus que notre revenu fiscal interne. Tu comprends? Donc, et ce qui m'amène à la troisième raison pour laquelle ces aides sont mauvaises, c'est que... Est-ce qu'on peut faire une pause un peu sur l'aide? Et puis, parce que sur la question d'aide, bon, pour moi, sinon, quand on prend un Africain lambda, quand il entend que son parent va l'aider, pour lui, on va lui donner de l'argent gratuitement. Je veux dire, dans nos mentalités communes, c'est ça. Quand on entend de l'aide, c'est par exemple un pays, c'est une institution qui décide de nous donner de l'argent gratuitement. Et là, au fur et à mesure que vous parlez de l'aide, vous parlez par exemple de taux d'intérêt, vous parlez de remboursement, vous parlez de programmes à suivre. Concrètement, c'est quoi l'aide au développement et quelles sont les différences de l'aide au développement à l'Afrique? La première chose que tu dois comprendre, c'est que l'aide au développement doit avoir un coût. Ce n'est pas bon quand c'est constitutionnel, on utilise ça n'importe comment. Et comme j'expliquais, si tu donnes l'argent à quelqu'un de la famille, il va mal l'utiliser par rapport à quelqu'un qui n'est pas de la famille. Tu vois? La deuxième chose, c'est que l'aide au développement devrait être utilisée seulement dans les infrastructures, c'est-à-dire les effets multiplicateurs. Mais c'est quoi même la définition de l'aide au développement? En fait, ce n'est pas vraiment de l'aide, en fait. C'est juste qu'ils nous donnent de l'argent. En échange, ils peuvent venir après, comme j'explique dans mon livre, dire que, oh, on a besoin de telle mine d'or ou de pétrole. Et au lieu de donner ça à 1 milliard de dollars, peut-être la mine vaut 1 milliard de dollars, on donne ça peut-être à 800 millions de dollars. Tu vois? Donc, parce qu'on les connaît, ils nous ont aidés. Donc, en fait, sur le long terme, l'aide, en fait, nous abrutit, en fait, tu vois? Et ils savent exactement ce pourquoi ils donnent de l'aide, parce qu'ils récupèrent ça de côté. Et aussi, beaucoup de cette aide-là vont dans les compagnies de ces pays-là. C'est-à-dire que on dit l'aide pour développer, construire telle route, mais c'est les compagnies chinoises, européennes qui viennent construire cette route-là, ou françaises qui viennent construire ces routes-là. C'est pas nos compagnies africaines, en fait, qui construisent ces routes-là. Tu comprends? Donc, ils créent de l'emploi pour leur économie. Ils créent de l'emploi pour leur économie, en fait. C'est ça l'aide au développement. C'est pas l'aide, parce qu'ils créent de l'emploi pour leur économie et non l'emploi pour nos jeunes en Afrique. D'accord. Donc, en gros, c'est une sorte de coût d'opportunité pour ces pays-là. C'est-à-dire qu'ils sont prêts, dans un premier temps, à pouvoir perdre, à pouvoir donner, dans le but de, sur le long terme, récupérer beaucoup plus que ce qu'on aura donné. Oui, exactement. Parce que quand quelqu'un t'aide, il te donne de l'argent, la personne, tu es plus à même de lui faire des faveurs. Et sur le long terme, tu perds parce que nous sommes des pays riches. Il y a 22 pays en Afrique subsaharienne qui sont très riches en minéraux, en matières premières. Et il y a 13 pays en Afrique dont le service de la dette est déjà très élevé, ça dépasse plus de 70%, qui est un taux critique en fait, tu vois. Le Nigeria, c'est 99% de leur revenu fiscal interne, tu vois. Les pays comme le Kenya, si je ne me trompe pas, c'est presque 60%. L'Ouganda, c'est aussi très élevé. Le Cameroun, c'est 20% de notre budget total du gouvernement qui va au service de la dette seulement. En d'autres termes, quand tu nous donnes des dettes encore, ça nous étouffe, on ne peut plus rembourser. Donc, du coup, on est obligé de te dire, oh, les terres agricoles qui sont en garantie là, tu peux utiliser. Du coup, le pays vient, il récupère ces terres agricoles comme la Chine, il produit le riz sur ça. Et il exporte dans le pays.
Alors que c'est nos agriculteurs qui doivent produire ce riz et exporter pour se faire de l'argent, les devises doivent rentrer dans le pays. Wow. Donc, voilà. Et tu vois, quel que soit le cas où tu regardes ça, ces aides-là ne nous aident pas. Parce que, comme je dis, si tu nous donnes de l'argent pour nous dire ce qu'il faut faire, c'est clair que les politiques de nos gouvernements servent les intérêts de ces pays-là et non notre propre peuple, en fait. Et là, vous étiez en train de parler d'un quatrième désavantage de l'aide au développement. Oui, j'ai cité la recherche et l'innovation qui on investit très peu. J'ai cité l'aide au développement qui est un problème. La troisième raison, c'est au niveau de ce que j'appelle, en anglais, je dis weak private property right, c'est-à-dire que le taux, la propriété privée est très faible dans les pays africains. Tu vois, si tu regardes l'histoire des pays développés, ils ont un point commun. Le droit de propriété privée est très fort. C'est-à-dire que si je vais acheter un terrain au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, je dois pouvoir le faire, être sûr que la personne à qui j'achète, c'est lui le détenteur du vrai titre. Et la transaction se fait de façon propre au niveau bancaire et on mute le titre de propriété en moins de 24 heures et tout est propre. En Afrique du Sud, par exemple, ils ont un système qui s'appelle Astute où quand tu as une assurance ou une banque légale dans le pays, tu as accès à ce système. Alors, si je te donne en tant que mon banquier l'autorisation, avec le numéro de ma carte d'identité, tu as accès à Astute et tu vas voir tous les terrains, les propriétés qui sont en mon nom. Wow. Tu vois? Et si je décide de vendre ou de prendre un crédit bancaire, c'est facile en fait. Tu vas me dire, où est le rapport entre le droit de propriété privée fort et le développement? C'est au niveau de l'accès au crédit bancaire. Parce qu'en Afrique et dans le monde, pour donner le crédit bancaire, les banques ont besoin de garanties. Et la garantie qu'ils aiment, c'est les propriétés privées, les types de propriétés privées comme les terrains, les maisons, tu vois. Et en Afrique, ce qui se passe, c'est que parfois, tu ne sais même pas qui a le terrain. Sur un même terrain, il y a 20 personnes qui ont le terrain, 10 personnes qui ont le terrain, et même 2 ou 3 personnes ont les titres fonciers qui ont l'air d'être originaux. Tu ne sais même plus lequel est l'original. Tu vois un peu? Une seule personne a tellement de terrain, d'autres n'en ont même pas. Donc, du coup, ça fait qu'il faut pouvoir avoir tous les propriétaires de terrain ou de propriété dans un système unique, voilà, dont toutes les banques et les assurances ont accès, tu vois, et que le gouvernement puisse s'assurer, voilà, que si quelqu'un dit qu'il est propriétaire de tel terrain à tel endroit dans le pays, il est effectivement ce propriétaire-là. Et que quand il le vend, ça se passe au niveau de la banque, et la banque mute le titre d'une personne à une autre quand la transaction financière est passée. Et tout se fait de façon propre. Comme ça permet que tous ceux qui ont les propriétés puissent avoir accès au crédit pour pouvoir, voilà, augmenter leur petite entreprise. C'est-à-dire acheter les machines pour pouvoir produire plus, recruter les gens. Moi, je ne vois même pas que la fonction crédit, hein, parce que ça bénéficie en fait à l'organisation de la société et tout. Et puis, ça évite les vols. On a vu des gens, par exemple, qui ont acheté des terrains, puis à la fin, ça part au tribunal, il y a 4 propriétaires différents. Parfois, ça crée des crises même intercommunautaires et tout. Et moi, je me dis, c'est en plus de l'accès au crédit, c'est vraiment tout un ensemble de problèmes communautaires qu'on va résoudre en créant une base de données. Mais en fait, moi, je veux comprendre, qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans nos pays pour pouvoir mettre en place ce genre de programme? Est-ce la technologie? Est-ce un manque de volonté? Est-ce parce que peut-être les individus, parce qu'on a tout un système de corruption ou bien de vol dans ce secteur-là, donc les gens n'ont juste pas envie de s'organiser pour faire des choses de manière plus claire. Concrètement, c'est ne va pas. Ce qui m'amène donc à la quatrième raison pour laquelle, selon nos recherches, nous n'avons pas développé la corruption. Et il y a beaucoup de raisons, comme si tu regardes dans les pays africains comme Cameroun, Côte d'Ivoire, à 90%, ils ont déjà un système similaire, c'est-à-dire une base de données au niveau du ministère qui s'occupe des titres fonciers, des terrains. Dans les pays africains, il y a déjà ce système. Mais le problème, c'est que ce système est étouffé. En fait, ça ne marche pas bien intentionnellement parce que les gens qui sont au-dessus, beaucoup d'entre eux profitent. C'est-à-dire que vous avez des ministres comme au Sénégal dernièrement, où le président lui-même dit qu'il a plus de 30 hectares ou 100 hectares à lui seul. Tu comprends? Un ministre seul, ça veut dire qu'il a presque un village à lui seul de titres fonciers. Et ce n'est pas normal. Parce que dans beaucoup de pays, si vous voyez, c'est limité en fait. Dans certains pays, c'est limité. Au Cameroun, si je ne me trompe pas, je ne pense pas que quelqu'un a le droit d'avoir plus de 30 hectares à lui seul. Si je ne me trompe pas, à titre privé. À titre privé. Tu comprends? Voilà. Donc, dans certains pays, il y a des limites. Donc, dans certains pays comme le Sénégal, le président a dit dernièrement, tu vois, un individu a plus de 100 ou 200 combien d'hectares à lui seul. C'est pas normal.
Et ces individus, ces ministres-là ne peuvent pas vouloir que ce système-là marche, tu comprends? Sinon, ça va se voir qu'il a presque tout un village à lui seul. Tu comprends maintenant? Du coup, ça fait que ceux en haut qui bénéficient de ce système-ci ne veulent pas la transparence. Donc, la volonté politique, c'est un problème. La corruption, c'est un autre problème. Et la troisième position, il y a qu'ils n'aiment pas la technologie parce que la technologie a l'avantage que ça pousse à la transparence. Par exemple, blockchain technologie aujourd'hui, c'est très facile aux ingénieurs camerounais, ivoiriens, nigérians, ghanéens de coder en moins de 3 mois un système de blockchain, voilà, en utilisant Python, par exemple. C'est très facile. Mais est-ce que le gouvernement va vouloir parce que ça va forcer à la transparence puisque tu ne pourras pas faire du faux. Tu vois, si telle personne est identifiée comme le propriétaire légitime d'un terrain, c'est difficile de récupérer son terrain parce que pour récupérer, il faut que lui il entre un certain ID, un certain code pour pouvoir vendre. Oui, et quand il vend, lui, il n'est plus le propriétaire, ça c'est muté à une autre personne. Et comme on ne pourra plus changer, faire le faux, parce que c'est le système de blockchain, tout le monde voit. Par exemple, tout le monde dans l'administration publique pourra voir, au ministère des Finances, par exemple, du pays africain, là, pourra voir, tu vois, que telle transaction était passée, où tout le monde dans toutes les banques du pays pourra voir que telle transaction était passée sur tel titre foncier. Donc, c'est difficile de faire du faux dans un système où la technologie est vraiment mise en avant. Donc, tu vois, au niveau, il y a la volonté politique, il n'y a pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes en haut qui en profitent d'un système qui ne marche pas. Mais ils doivent comprendre que, à cause de ça, beaucoup de populations souffrent. À un moment donné, il faudrait qu'ils se disent non, faisons-le pour l'avancement du pays, faisons-le pour l'avancement, le développement du pays, faisons-le pour que notre pays soit aussi développé comme les pays développés et peut-être plus mieux. Parce que la science montre que si le droit de propriété privée n'est pas fort, nos pays n'avanceront pas. Donc ça, c'est l'une des principales raisons avec la corruption, comme je disais tantôt. Et la corruption aussi, tu vois, c'est pire en Afrique. Quand tu regardes Transparency International. Et pour deux raisons, la corruption est vraiment exacerbée en Afrique, c'est que la société civile n'est pas membre permanent des comités suivi évaluation des budgets publics. Normalement, la société civile doit être membre permanent ou doit pouvoir avoir accès aux informations de façon automatique selon la loi. C'est-à-dire que la société civile, comme la presse libre et indépendante, devrait pouvoir assister au comité suivi évaluation des ministères qui gèrent des budgets, des projets pour l'État, pour le compte de l'État. Tu vois? Et pour que ça fait que s'il y a un truc, la presse va sonner que non, il y a telle dépense qu'on n'a pas trouvé des documents qui justifient. Très tôt, on va identifier un mouvement d'argent qui est suspect et on va résoudre le problème. Mais dans les pays africains, si tu regardes dans les pays africains au niveau du gouvernement, la presse libre et indépendante, la société civile n'est pas membre permanent de ces communautés. Le ministre en charge peut les inviter, oui ou non, mais ils ne sont pas membres permanents. Il faudrait qu'on fasse la société civile permanente. À défaut, il faudrait que la société civile puisse avoir accès aux informations, c'est-à-dire la presse locale, agréée, tu vois, indépendante, devrait pouvoir avoir accès aux informations sur les dépenses liées à la construction d'une route, d'un chantier, pour pouvoir informer l'opinion publique. Et ce n'est pas le cas actuellement. Ouais. 4 raisons principales pour lesquelles les pays africains actuellement ne sont pas. Et la corruption, parce que moi, j'ai quand même réfléchi un peu là-dessus, parce que ça m'écoeure un peu, je regarde du côté de la Côte d'Ivoire. On est arrivé à un stade où c'est même plus seulement les leaders, parce que je dis, c'est dans les gènes des gens. Les gens ne se gênent plus aujourd'hui pour dire, bon, on va payer un concours. En tant que policier, on fera si on a, par exemple, dans les administrations où parfois vous avez un document qui coûte 2000 et puis on vous fait du chantage. Donc, si vous payez 2000, vous reviendrez dans 2 semaines pour le récupérer, alors que normalement, il prend moins d'une heure pour être fait. Mais si vous payez plus de 5000, par exemple, vous l'aurez là sur place. Donc, c'est vrai qu'on on a pour habitude de pouvoir épingler les gens qui sont à la tête. Mais moi, je me dis, est-ce que ce n'est pas dans les gènes même de l'Africain? Bon, pas de tout le monde, mais je veux dire, est-ce qu'en général, ce n'est pas dans nos gènes de pouvoir fonctionner En fait, comme la corruption, le fait que les gens manquent d'argent, la pauvreté extrême qui nous emmène en fait à adopter cette manière de fonctionner et puis à le faire sans gêne? Tu vas être surpris, mais je pense que les gens pauvres ont beaucoup plus d'intégrité que les gens riches. Le bas peuple a plus. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens dans le bas peuple qui font la corruption, mais si tu remarques bien, ils ont plus beaucoup d'intégrité. Et généralement, le bas peuple suit ce que la tête fait en fait. Si au niveau de la tête, on censure la corruption au niveau du président, des ministres, où on voit, on tape du poing sur la table, on ne tolère pas, tu vas voir qu'en bas, le peuple doit suivre en fait. Tu vois un peu? Et même, si tu veux remarquer, comme je dis,
beaucoup d'intégrité, c'est plus dans le bas peuple même que les gens du haut. Parce que ce que les gens du haut font, mais il y a des gens qui détournent je te dis, des milliards carrément, l'argent pour la construction de toute une route, de tout un village, quelqu'un détourne à lui seul, quoi. Ça veut dire que la peine qu'il fait, ça va se ressentir sur 10 à 20 ans. Tu comprends? Je ne dis pas que la corruption est bien, mais au niveau du bas peuple, quoi? Un policier doit prendre 1000 ou 500, 1000 francs ou 500 francs, c'est pas ce qui est mauvais. Tu vois? Mais si au niveau du haut, on tape du poing sur la table, eux aussi, ils auront peur, en fait. Et à notre niveau aussi, ce qu'on essaie de faire, et je tiens à préciser que la corruption n'est pas bien, hein, que ce soit 500 000 francs, on ne doit pas le faire. Oui, et ça, c'est mon point de vue. Celui qui oui, va voler à la pardon? mesure. Parce que moi, c'est mon point de vue, je me dis, celui qui a l'habitude de voler, il va voler à la mesure de ce qui est à sa disposition. Donc, oui, non, mais je pense qu'au-delà de tout ça, il faut qu'on comprenne que nos dirigeants doivent comprendre que la façon de gérer le pays, nos pays africains, s'ils veulent vraiment profiter, il faudrait qu'ils se battent pour développer le pays. Je te prends un exemple. Quand tu vois un ministre comme celui du Sénégal, on dit qu'il a peut-être quoi? Les terrains, beaucoup de terrains, tu vois? Peut-être si tu regardes tous ces terrains-là, s'il les vend aujourd'hui, ça va coûter combien? Mais s'il développe le pays, s'il ne dit non à la corruption et vraiment construit les routes et développe le pays, la valeur de ces terrains-là, ou de son un ou deux terrains, peut-être va donner le même argent que beaucoup de ces terrains-là aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que quand tu es un ministre, tu construis un château dans ton village et qu'il n'y a pas la route qui mène au château dans ton village. Tu comprends? La valeur de ce château-là ne vaut rien parce que dans un trou, il n'y a même pas la route qui mène là-bas. Mais si tu gouvernnes la route et tu n'as même pas de château, mais tu as un terrain et la route passe devant ton terrain a plus de valeur. Donc, notre rôle en tant qu'institut, c'est de montrer aux dirigeants africains, avec nos travaux, que si vous développez l'Afrique, vous allez profiter sur le long terme. Vos enfants, vos petits-enfants vont vivre dans des pays beaux, développés où le tourisme va être florissant, le commerce va être florissant. Et même si tu as un petit terrain, ça va valoir de l'argent. Un petit terrain de 200 mètres carrés à New York, Manhattan, ça vaut que peut-être tout un village, peut-être en Afrique. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il faudrait qu'on fasse comprendre à nos dirigeants que si vous faites gagner le peuple, si vous vous battez pour le peuple, vous allez profiter en retour. Pas sur le court terme, mais sur le long terme. Ça ne sert à rien d'avoir 10 châteaux au village, il n'y a pas la route qui mène à ton château. La valeur de ces châteaux-là est zéro. Mais s'il y a la route, même s'il n'y a pas de château, il y a un terrain, le fait que la route, l'axe loup passe devant ton terrain, ça va donner plus de valeur, tu auras plus d'argent. Et c'est ça qu'il faut qu'on les explique, que vous ne perdez rien à développer vos peuples. Vous comprenez? Tout au contraire, sur le long terme, vous gagnez. Mais il ne faut pas seulement qu'on les dise comme ça. Il faut qu'avec nos travaux, on les démontre que vous serez très bien, vos petits-enfants seront très bien dans le pays si vous vous battez plus à développer vos pays. Si vous n'avez pas peur d'un droit de propriété privé fort, vous n'avez pas peur d'investir dans la technologie pour qu'on puisse savoir qui a quoi dans le pays et pour que l'accès au crédit soit facile. Si vous dites non à la corruption, voilà. Si vous investissez dans la recherche et l'innovation, parce que ça réduit aussi le tribalisme, quand dans le pays il y a trop d'investissement dans la recherche, ça fait que les décisions sont prises en basant sur la science. Par exemple, si les recherches montrent que pour gouverner tel axe lourd au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, ça va ajouter 10 milliards à l'économie ivoirienne par rapport à développer telle autoroute qui ne va ajouter que peut-être 0,2 milliards. Du coup, tous les Ivoiriens, tous les Camerounais comprendront que la priorité est telle route pour le commerce, pour le développement, pour la création d'emplois. Donc, aucun ne va dire non, ça passe dans mon village, il fait ça pour que ça passe dans son village. Non, les recherches scientifiques ont montré que, voilà, donc tu vois, investir dans la science résout tellement de problèmes. Donc, l'Afrique devrait retourner. Voilà, l'Afrique devrait retourner à ce moment, à cette vie d'antan qu'on avait. L'Afrique a été un grand peuple. Les Africains étaient un grand peuple. L'Afrique était un grand continent. Il faut encore qu'on retourne à cette idée-là de l'Afrique où on avait élevé la science au-dessus de l'intuition personnelle, au-dessus de l'expérience personnelle, au-dessus des dogmes, voyez-vous, et pour élever la science, en fait, en Afrique. Et voilà, mettre cette science à ce piédestal qui nous permet vraiment de se développer. Politique, il y a des choses qui se font. Et Recherche en lumière vient vraiment pour pouvoir apporter aussi son coup de pouce pour qu'il y ait une certaine vulgarisation. Parce que c'est dommage, en fait, quand on n'explique pas au peuple pourquoi est-ce qu'on a pris telle décision. Ou bien quand on prend une décision qui ne fonctionne pas et qu'on est à même de dire à la population des raisons qui parfois ne ressortent pas de suivi d'évaluation,
qui fuse même carrément en fait au mépris de l'intelligence des personnes qui nous écoutent. Ça montre qu'il y a vraiment nécessité de pouvoir vulgariser la science, vulgariser les résultats de recherche, parler des méthodes utilisées, expliquer à la population qu'est-ce qu'on fait, quel impact ça aura sur notre vie, pourquoi il faut faire un tel sacrifice et toutes ces choses. Et moi, je pense que même si nos gouvernements ne veulent pas le faire, nous qui sommes chercheurs, nous qui sommes dans le système, on gagnerait déjà à amorcer l'initiative comme vous le faites aussi avec votre institut. Et pour cela, nous vous tirons vraiment le chapeau. La prochaine Je question tiens qui... aussi à remercier les Africains parce que les Africains nous soutiennent beaucoup. Hein. Et si tu regardes notre institut, les Africains lisent nos travaux, ils sont contents, ils nous écrivent, ils nous soutiennent, ils disent que ce que vous faites est bien, on aime bien de voir ça. Et vraiment, je tire chapeau à ces Africains, aussi beaucoup d'Africains de la diaspora et aussi les Africains sur le continent. OK. En tout cas, je pense que bon, pour de prochaines fois, on essaiera quand même de voir dans quelle mesure on peut mettre plus de la lumière sur les travaux que vous faites, même concernant en fait les financements et tout, pour votre application et tout. Donc, c'est vrai qu'on a parlé de tous ces problèmes, mais je pense que quand même, on ne peut pas forcément regarder le panier et en fonction de la quantité de produits pourris là-dedans, décider en fait ou bien définir que tout le panier est pourri. Est-ce qu'il y a certains pays quand même qui sortent de l'eau, même s'ils ne sont pas super développés, mais est-ce qu'il y a, parce que je me dis, pour un pays africain qui cherche un exemple, il ne va pas tout de suite se comparer aux États-Unis qui sont quand même à un certain niveau, mais il va se dire, quelle trace je peux suivre qui, par exemple, a déjà amorcé un développement qui a porté ses fruits. Quel exemple aujourd'hui on peut citer dans nos pays africains qui ont quand même commencé à mettre en pratique ce dont vous parlez et qui ont des résultats qui sont probants, qui sont palpables? OK, je vais citer deux pays au niveau de la gouvernance. C'est-à-dire, je ne limite pas leur politique publique économique. Mhm. Les politiques publiques économiques, il y a encore beaucoup à faire, mais leur politique publique sur la gouvernance, il y a le Botswana et il y a le Rwanda. Selon Transparence International, c'est les pays les moins corrompus d'Afrique. Et l'intégrité de leur gouvernement est même plus grande que pour certains pays européens, comme l'Italie. Le Botswana a une intégrité du gouvernement plus grande que celui de l'Italie, qui est un pays de l'Europe. Voilà. Donc, le Botswana et le Rwanda, en termes de gouvernance, c'est les modèles à suivre. Parce que là, il y a presque pas, il y a très peu de corruption. C'est-à-dire que les projets, les investissements sont gérés, l'argent pas où on a dit qu'ils doivent partir. Et c'est ça les exemples à suivre. C'est où dans mon livre, je dis que la démocratie, si elle ne comporte pas les institutions fortes ou si elle ne vient pas avec des institutions fortes, l'Afrique n'a pas besoin de ça. Mais si la démocratie vient avec les institutions fortes, oui à cette démocratie. C'est-à-dire que je préfère avoir un gouvernement comme celui du Rwanda où le président est à plus de 20 ans au pouvoir, c'est-à-dire que c'est plus une démocratie, entre guillemets, mais l'intégrité de leur gouvernement est la deuxième plus élevée en Afrique. Et je préfère avoir un gouvernement comme le Botswana, qui n'est plus une démocratie, entre guillemets, parce qu'ils ont le même parti politique qui gouverne le pays depuis l'indépendance. Le même parti politique, pas le même homme, mais le même parti politique. Mais c'est le gouvernement le moins corrompu en Afrique, tu vois, et qui ont des taux de croissance parmi les plus élevés. Botswana était à 9% et le Rwanda était presque à 6-7% sur 10 années. Tu vois? Et que d'avoir des pays africains qui ont la démocratie la plus élevée, comme le Ghana, mais qui est parmi les plus corrompus d'Afrique. Tu comprends, je vais en venir. C'est-à-dire que la démocratie doit être remplacée par institutions fortes. L'Afrique a besoin des institutions fortes. On a besoin d'un système judiciaire indépendant qui rend justice à celui qui a raison. On a besoin d'un gouvernement exécutif qui aime le peuple au point où ils font ce dont ils doivent faire pour développer le pays, quitte à même à perdre les élections, quitte à même pas être au pouvoir après 5 ans. Mais ils ne prennent pas les décisions pour les intérêts des colons ou des pays développés qui ne l'aident autrement, mais pour l'intérêt de leur peuple. Tu vois? Et on a besoin d'un système législatif qui se met en 4 pour investir et se nourrir de la recherche scientifique afin de promulguer des lois ou des politiques publiques qui sont basées sur la science et les évidences scientifiques. C'est-à-dire que les données scientifiques, que la science parle, que la science nous guide et nous dit qu'il faut donner telle route et investir dans tel secteur, afin que le peuple voit que
ce n'est plus une question de tribu ici, c'est une question de l'intérêt national et que c'est la science qui nous dicte. Et si tu remarques bien, plus vous investissez dans la science, plus le peuple ne parle plus trop de tribalisme. Parce que tout le monde voit et se couche devant la science et se dit que non, les évidences montrent que si on donne telle route, tout le monde profite. Il y aura 10 milliards de dollars qui vont entrer de commerce. Voilà, il y aura 10 000 emplois qui vont se créer. Tout le monde veut que son enfant trouve du travail et chacun aime sa bouche. Mais si tu viens un matin et tu dis que je vous donne telle route à telle route, les gens vont dire que non, c'est parce que ça passe dans ton village. Et parce qu'il n'y a aucun rapport, il n'y a aucun travail de recherche qui démontre pourquoi tu es en train de vous donner cette route-là. Oui, il n'y a pas d'évaluation d'impact, il n'y a pas d'évaluation d'avant. Voilà. Et parfois, c'est à l'approche important. En fait, parfois, c'est à l'approche des élections, donc les gens se rendent compte que au-delà de tout ce que vous direz, c'est pour tel objectif. Exactement. Donc, voilà. Donc, je pense que pour autant ta question, c'est ce qu'il nous faut. Il nous faut une Afrique où nous, on comprend que on a besoin des dirigeants qui puissent mettre la nourriture et l'eau à boire sur la table du peuple. Tu comprends? Au lieu de faire les élections pour faire les élections, où on n'a pas les institutions fortes, où on sait que c'est le pouvoir exécutif qui nomme les juges qui fait ce qu'il veut, c'est mieux d'avoir des institutions fortes où l'exécutif se concentre à mettre du pain et de l'eau sur la table, au lieu d'avoir une démocratie juste pour avoir une démocratie. C'est pourquoi je prends l'exemple du Rwanda et du Botswana. D'accord. Je pense que là, je vais un peu sortir du cadre, parce qu'on a parlé de démocratie. Et pour moi, je pense que c'est même dans la définition du mot, parce que la démocratie, on entend par le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Déjà, il faudrait que le peuple qui élit doit être capable de comprendre, donc d'assumer le choix qu'il fait. Donc, un peuple qui est éclairé, qui est éduqué, qui sait choisir, qui comprend, qui a un esprit critique, en fait, pour juger de la proposition qui est faite. Donc, pour le peuple, c'est aussi cette notion-là de dire on travaille, en fait, pour un peuple. Donc, pour moi, je pense que, comme vous le dites, il y a nécessité de réfléchir sur la notion de démocratie. La démocratie n'est pas mauvaise en soi, mais telle qu'elle est appliquée chez nous, en fait, elle manque d'objectivité. Si tu as lu, comme tu as lu mon livre, tu as vu là-dedans, je parle de démocratie, démocratique in name only. C'est-à-dire démocratie juste par le nom. Tu vois, l'Afrique n'a pas de vraie démocratie parce qu'une vraie démocratie a une institution forte qui, comme fondation. Tu vois un peu? L'Afrique du Sud, peut-être la démocratie où on peut dire qu'il a l'institution la plus forte parce qu'on voit la manière dont ils organisent les élections, qui sont bien. Mais quand tu vois la corruption qui a gangréné le gouvernement pendant peut-être les 9 ans du président Zuma, tu comprends que l'institution n'est pas aussi forte qu'on croyait, tu vois, parce que la corruption quand même arrive à pénétrer dans le système au point où de capturer, comme ça, prendre en otage, si tu veux, l'élite du pays pendant près d'une dizaine d'années. Donc, l'Afrique a besoin des institutions fortes. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut parler qu'il y a des démocraties vraies en Afrique. Donc, je disais, au lieu d'avoir cette démocratie fausse-ci, mieux on a les démocraties genre Rwanda ou Botswana avec une intégrité forte dans le gouvernement, c'est-à-dire avec une corruption très faible, que d'avoir des démocraties par le nom où la corruption est très élevée, comme les pays, comme les autres pays africains. D'accord. OK. Donc là, moi, je pense que ça sera la dernière question avant de passer aux recommandations. Concrètement, parce que là, on parle de travail de recherche, quelles sont vos approches? Comment est-ce que vous menez vos études? Comment est-ce qu'on fait pour se rassurer que ce ne sont pas des opinions qui découlent peut-être d'une analyse comme ça visuelle ou bien personnelle et qui sont vraiment basées sur des résultats de recherche? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Est-ce que vous avez quel type de données vous utilisez? Est-ce que auprès des populations, vous menez des enquêtes? Quelle est l'approche scientifique qui est le sous-bassement de ces résultats-là dont vous parlez dans vos différents livres et aussi sur vos différents sites Internet? Oh, merci pour la question. Déjà, pour le livre, vous allez remarquer que le livre a selon la version du livre que vous avez, près de 8 ou 12 pages seulement de référence.
dans la biographie. Donc, c'est pour ça que c'est important de citer la biographie pour que les gens aussi, en gêne, tu vois, ils peuvent aller directement à la biographie. Si tu fais des recommandations, quand tu écris une note de politique publique ou un livre qui est basé sur les évidences, il faut avoir une biographie où tu cites tes sources pour que les gens puissent vérifier si ils veulent vérifier. Mais il faut comprendre que nous sommes un think tank. Un think tank ou ce qu'on appelle en français, un think tank s'appelle comment? Un groupe de réflexion, si tu veux, est différent d'un centre de recherche. C'est-à-dire, un think tank, c'est ce qu'on appelle une institution, en fait. Policy Institute ou think tank, ou groupe de réflexion sur les politiques publiques. C'est différent d'un centre de recherche. En plus de faire la recherche, ce que ça fait, c'est que ça transforme les résultats des recherches existantes en un langage compréhensif par les décideurs politiques au niveau local, provincial, national et régional. C'est-à-dire on lit les articles scientifiques qui existent déjà et on se dit que les gens qui nous gouvernent au niveau des mairies, préfectures, sous-préfectures, gouvernements ne sont nécessairement pas experts dans les domaines dans lesquels ces articles ont été publiés, l'agriculture, l'énergie, ceci. Notre rôle, notre équipe, maintenant, va les experts dans ce domaine-là et dit en un langage facile, si tu veux, comment. En fait, ce que les recherches veulent dire, c'est qu'il faut que l'Afrique crée un système où il y a un seul identifiant unique pour chaque titre foncier, terrain dans tout le pays, qui appartient à ça. Voilà ce qu'ils veulent dire. Mais si tu regardes l'article en soi, il y a des tables, il y a des graphes, il y a des analyses, il y a des tableaux, il y a des régressions. Donc, notre rôle, en fait, c'est d'extraire ça en un langage facile, tu vois. On appelle ça policy prescription ou note de politique publique. Parce qu'il faut un intermédiaire entre les scientifiques et le gouvernement et les décideurs politiques au niveau des mairies. En Europe, on appelle ça think tank, policy institute. En Afrique, on n'en a pas beaucoup. C'est notre rôle, en fait. Donc, du coup, quand nous, on dit qu'il faut faire ça pour développer la Côte d'Ivoire, il faut faire ça pour développer le Cameroun, il faut faire ça pour développer le Nigeria, contrairement aux autres, nous, on ne se base uniquement sur ces travaux scientifiques-là. Tu vois la différence maintenant? C'est pour ça que c'est important qu'on cite les biographies, on cite les références pour que les gens puissent s'en référer. Si on crée une nouvelle formule mathématique qui permet peut-être de calculer la distance, lancer une fusée, lancer une fusée à partir de l'atmosphérique, la position des pays africains dans le ciel en moins de combien d'heures, beaucoup de nos dirigeants ne vont pas savoir à quoi sert cette formule mathématique. Tu vois? Il faut chercher un institut en politique publique en mathématiques qui dit, oh non, cette théorie, ça peut permettre de lancer une fusée sur la Lune plus rapidement. Tu vois? Maintenant, il explique à nos gouvernements, dans une note de politique publique, maximum 6 pages, que monsieur le président, monsieur le ministre de la recherche scientifique, en fait, cette formule mathématique, si en fait calcule tant, ça nous permet de en fait, ça nous permettrait de lancer la fusée comme ça, on a besoin d'un budget de 10 milliards et on essaie de tester. C'est ça, en fait, maintenant, le rôle des instituts, parce que nos dirigeants ne sont pas forcément experts dans ces domaines. Tu vois, prends l'agriculture. L'Afrique a 350 millions d'hectares de terres arables. Je répète, 350 millions d'hectares. Un pays comme la Hollande n'a que 1,8 million d'hectares de terres arables, c'est-à-dire 2 millions d'hectares de terres arables. L'Afrique a 350 millions, ils n'ont que 2. Mais la Hollande produit en nourriture et exporte 2 fois et demi ce que tous les 54 pays africains le font. Avec ces 2 millions d'hectares de terres arables, ça fait 2 fois et demi ce que les 54 pays africains ont fait en 2022. Pourquoi ça? Parce que la Hollande est le pays où il y a la meilleure université d'agriculture au monde, Wageningen University. En termes de QS ranking, c'est la meilleure au monde en termes d'enseignement en agriculture et recherche agricole. Wow. Tu vois? Donc, ils ont la connaissance agricole nécessaire pour pouvoir produire mieux et bien avec peu. Nous, on a 350 millions d'hectares de terres arables et on fait 2 fois moins qu'eux. Et on a 65% des terres arabes non utilisées au monde. En d'autres termes, la Hollande est plus petite, pour que les auditeurs comprennent, la Hollande, le pays est plus petit que Kaduna State au Nigeria. La Hollande est plus petite que seulement l'État de Kaduna au Nigeria. C'est plus petit que le sud, la région du sud de Cameroun seulement. C'est plus petit que la région du KwaZulu-Natal seulement d'Afrique du Sud. Mais ce tout petit pays-là, qui est moins qu'une région dans beaucoup de pays africains, produit 2 fois et demi que 54 pays africains, seulement parce qu'ils ont la connaissance agricole nécessaire. Tu comprends? C'est où j'ai dit que l'Afrique doit investir dans la recherche et l'innovation, dans la connaissance scientifique, qui nous permet
de nourrir le monde entier. L'Afrique est de nourrir le monde entier et de développer, trouver notre travail pour nos jeunes. Tu vois, c'est pour ça que quand tu regardes l'éducation en Afrique, tu vois depuis 60 ans, on a les mêmes problèmes. Famine, sécurité alimentaire, sous-emploi, chômage. Et tu vois, on a 2800 universités en Afrique. Et maintenant, quand tu regardes bien notre éducation, tu te rends compte qu'il y a un écart entre eux, il y a un gros écart. Maintenant, ça, c'est la recommandation dont je suis déjà. Hein. La recommandation principale de mon livre, c'est qu'il faut qu'on diminue l'écart entre les connaissances qu'on donne à nos étudiants au niveau primaire, secondaire et universitaire et les besoins réels des entreprises locales et les besoins réels de notre société. C'est-à-dire qu'on doit former nos enfants à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'école tertiaire, universitaire, à résoudre nos problèmes réels de notre société. Tu comprends? On a un problème de sécurité alimentaire. On a beaucoup de manioc dans beaucoup de pays africains comme Cameroun, Nigeria, Côte d'Ivoire. Il faut qu'on puisse, nos ingénieurs puissent être formés à développer des machines qui transforment le manioc en farine, en gari, en bâton de manioc, parce que les Africains consomment beaucoup. En moins d'1 heure, une machine qui transforme ça rapidement en 1 heure, ça empaquette et les gens vendent et exportent. Mais on n'a pas ces machines-là, moins chères, produites par les Africains. Mais depuis 60 ans, nos ingénieurs font quoi? Ils peuvent le faire. Tu vois, on doit avoir les problèmes et dire que le système éducatif, les enseignants, tous les années, doivent aller auprès du secteur privé, auprès du peuple, la communauté, et programmer les enseignements en fonction de résoudre ces problèmes pour de préparer nos jeunes à résoudre ces problèmes locaux. Sinon, ce n'est pas l'éducation, ce n'est pas de qualité, parce que c'est l'éducation qui nous permet d'avoir des papiers, mais on ne connaît même pas comment transformer cette formule mathématique en une machine qui transforme le manioc en farine, gari, bâton de manioc, en une seule machine, en une seule fois moins d'1 heure. Mais les Chinois sont déjà en train de le faire. Et le joueur me disait qu'il y a les Chinois qui le font déjà dans une province en Chine. Ils veulent exporter ça en Afrique. Oui, ça veut dire que... Parce que les ingénieurs, voilà, le cursus ingénieur leur permet de faire ça. Pardon. On est obligé de prendre des choses qui existent déjà et puis d'essayer de faire entrer notre produit là-dedans. C'est la charrue avant les bœufs. Au lieu, par exemple, de se dire le produit. Et comment est-ce qu'on arrive en fait à créer une machine qui s'adapte au produit? Et je pense que vous avez abordé un point essentiel dans les recommandations. Et je pense que c'est très rare dans nos pays de voir qu'on essaie quand même de se rendre compte qu'aujourd'hui, c'est par exemple les STEM qui sont en vogue, et puis de récalibrer, de réadapter la proportion d'étudiants en fonction en fait, du domaine qui a la plus grande demande. Donc, on se rend compte qu'on produit beaucoup plus de chômeurs sur le marché de l'emploi parce que la capacité en fait, d'absorption est seulement limitée dans certains domaines et nous, soit on n'a pas de la qualité, soit on a moins d'étudiants qui sortent de là. Et c'est ce point-là. On n'a pas d'éducation de qualité pour la simple raison, c'est que notre éducation ne nous permet pas de résoudre nos problèmes. Si notre éducation nous permettait de résoudre nos problèmes, on devait dire c'est de qualité. Par exemple, Stanford University aux États-Unis, c'est eux qui est le poumon de Silicon Valley, tu vois, et 40% des gens qui graduent à Stanford savent programmer, ont des compétences en informatique. C'est parce que les entreprises américaines leur ont dit que c'est ces deux compétences dont on a besoin. En Afrique, très peu d'enseignants, l'année qui suit, est aller rencontrer les entreprises qui font dans le domaine du cours qu'ils enseignent aux enfants pour les dire qu'est-ce que vous me proposez, comment je pense, qu'est-ce que vous avez besoin. Comme ça, je prépare mes enfants à résoudre les problèmes dont vous faites, que vous êtes en train de rencontrer, ou à les préparer à venir travailler pour vous. Les enseignants africains ne le font pas. C'est ce qu'ils devraient le faire. Et c'est maintenant en fonction de ces feedbacks que tu prépares ton cours. Comme ça, l'entreprise va savoir que telle université, tel programme, il prépare les gens à venir satisfaire mon besoin. Ou quand les enfants finissent, il n'y a pas d'emploi, comme on l'a tellement formé à résoudre ces problèmes, ils créent son entreprise. C'est pour ça qu'à Stanford, ils ne veulent pas travailler. Parce qu'on les a programmés à trouver des solutions aux problèmes que les gens rencontrent depuis 4 ans, depuis 5 ans. Ce qui fait qu'ils connaissent s'y prendre. Alors, il appelle son ami, il dit écoute, résoudons ce problème. Oh, en Afrique, ce n'est pas le cas. Donc, il faudrait qu'on réduise cet écart. On pousse nos enseignants à aller dehors, aller rencontrer les entreprises privées, aller rencontrer les entreprises publiques et leur dire qu'est-ce que vous avez besoin, quels sont les problèmes que vous rencontrez. À la communauté, les chefs de village, vous dites quel est le problème que vous rencontrez. Les chefs de village ont besoin des machines pour transformer les produits en produits finis, la nourriture. Nos terres sont beaucoup fertiles. Alors, l'école d'ingénieur va produire ces machines. On fait la liste des machines. Comment transformer le cacao?
un chocolat, comment transformer le manioc en gari, en farine, comment transformer ceci. Et alors, les ingénieurs se mettent à apprendre en 4 ans à produire ces machines. À la fin, leur éducation est de qualité. Pourquoi? Parce que ça les permet de résoudre un problème concret de notre société. Maintenant, s'ils ont des grosses ingénieries, diplômés, ils ont des grosses formules, mais à la fin, ils sont au quartier, ils ne peuvent pas résoudre un problème comme cette machine-là. L'éducation n'est pas de qualité, parce que la qualité, c'est en fonction du fait que tu peux résoudre ton problème. En fait. Ouais, si. Et là, nous sommes à la fin de... C'est vraiment captivant, en fait, de se rendre compte qu'on a quand même pas mal de solutions et tout. Là, je vous laisserai pour donner votre mot de fin. En tout cas, je tiens à te dire merci déjà pour l'opportunité que tu me donnes, voilà, de m'adresser comme ça à mes frères africains. Et à ceux qui m'écoutent, vraiment, pour moi, c'est un privilège. Chaque fois, je le dis, je le répète, de m'adresser que les Africains me posent. Vraiment, si vous m'écoutez, vous êtes Africains. Merci vraiment de prendre du temps pour écouter ce podcast. Et merci surtout à toi, Sosten, de l'opportunité. Et je vais juste conclure en disant que je pense que l'avenir de l'Afrique ressemble aux jeunes Africains. Mm-hmm. Et quand moi je regarde, parce que les jeunes Africains, c'est l'avenir de notre continent. Tu comprends? C'est pour ça que l'avenir de l'Afrique leur ressemble. Et je pense que c'est ce qu'a même dit le président sénégalais, l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, pour le paraphraser. Et quand je regarde les jeunes Africains, c'est clair que l'avenir de l'Afrique n'est pas bon. Parce que ces jeunes n'ont pas d'emploi, ces jeunes ne sont pas bien équipés pour pouvoir créer des emplois, développer des nouvelles entreprises, créer des applications. Ces jeunes, beaucoup d'entre eux ont des difficultés à joindre les deux bouts, à se nourrir. Ça veut dire que l'avenir de l'Afrique n'est pas bon. C'est quand ces jeunes se sentent bien que tu peux dire que l'avenir de l'Afrique est bien. Du coup, ce que je me dis, c'est qu'il faudrait que les jeunes Africains qui m'écoutent, qui sont à la diaspora comme toi, investissent à créer des think tanks ou des instituts voilà, en politique publique ou supportent les instituts africains comme les nôtres afin de nous permettre de continuer ce travail. Parce que quand on élève la science, tu vois que dans la salle, dans la communauté, tout le monde s'était. Il n'y a plus de problème de tribalisme, il n'y a plus de problème parce que la science a parlé. Tu vois? Et beaucoup de nos chercheurs dans nos pays sont de beaucoup de tribus différentes. Dans toutes les tribus, il y a des meilleurs mathématiciens. Donc, ils vont produire les mêmes travaux. Et tu vas voir que la science ne parle qu'un seul langage. Ça montre que voici ce qu'il faut faire pour que le pays avance. Ce n'est pas que telle personne a dit, mais c'est la science qui parle et tout le monde s'était. Élevons ensemble la science en Afrique, donnons à la science sa place qu'elle mérite et ensemble développons notre continent. Faisons comprendre à travers nos rapports à nos dirigeants politiques que le fait de développer nos pays, travailler pour l'épanouissement de nos jeunes, pour notre société, c'est travailler pour leur propre développement. Ils ne nous croiront pas, les notes de politique publique, ils lisent et voient que les données montrent que s'ils développent le pays, eux aussi vont profiter, leurs petits-enfants vont profiter vivre dans un pays merveilleux. Voilà, merci beaucoup. On espère qu'un jour, notre Afrique se relèvera et que nos dirigeants tireront profit de tous ces conseils-là pour pouvoir développer nos différentes nations. Merci beaucoup encore à vous et puis je vous dirai bonne journée. Merci beaucoup et merci à tes éditeurs. Merci beaucoup, ils sont super, merci beaucoup.